Il s'agit d'un projet qu'Anne-Cécile va présenter. Alors, comme j'ai été un petit peu embêté aujourd'hui, j'ai eu un gros incident informatique, on va faire ça un petit peu en live. Et Anne-Cécile, qui devait voir en début d'après-midi le document, ne l'a pas forcément vu, donc je vais l'aider en même temps, voilà, tout simplement. Donc, vous serez tolérants avec nous. Voilà. Je la remercie de se prêter à l'exercice de faire cette présentation, puisque en tant que bailleur social, elle a souhaité finalement rentrer dans cette réflexion et elle nous dira un peu pourquoi. Et donc, nous, Urban Practice, on l'a accompagné à la fois dans de la pédagogie. Ce que Philippe a présenté, ben, finalement, on a passé un peu de temps à le représenter, en sachant que ce qui est intéressant et ce que je voulais souligner, c'est qu'au départ, l'OGEAL était parti avec une solution, comme souvent, et que finalement, c'est dit que finalement, le cadre de référence R2S résidentiel est sans doute un support intéressant pour mieux structurer notre réflexion, pour mieux appréhender quels sont nos vrais besoins d'aujourd'hui, mais surtout des besoins de demain. Voilà. Anne-Cécile, je vous laisse dire en 2 mots qui vous êtes, et puis après, on présente le projet. Oui, donc bonjour, donc Anne-Cécile Univin, je suis responsable de mission et je représente l'OGEAL Immobilière, qui est un bailleur social en Normandie, et je représente également Seine-Manche Promotion, qui est une de nos filiales qui travaille sur tout ce qui est innovation, recherche et développement. Donc je suis en charge de ce projet de restructuration d'une ancienne résidence de personnes âgées. Donc je vais reprendre votre petit… Exactement, le fil conducteur. Le contexte, c'est qu'on a un bâtiment qui est vacant. Voilà, bon, donc c'est une ancienne résidence de personnes âgées. Il a beaucoup de qualités puisqu'il est très bien situé à proximité du centre-ville de Duclair dans Seine-Maritime. Et c'est un centre-ville très dynamique avec beaucoup de services et connecté à la fibre. D'un point de vue technique, pour nous, c'est le seul bâtiment locatif de Duclair avec 2 ascenseurs. Donc, on voit bien tout l'intérêt en fait de pouvoir y accueillir des personnes âgées, handicapées ou en perte d'autonomie. Et ce que je disais précédemment, il est vacant. Du coup, on a plus de possibilités pour déployer des solutions innovantes dans ce cadre. Donc, au terme de la réhabilitation, on accueillera 29 logements, donc 13 type 1, type 2, 10 type 3 et 6 type 4, avec au rez-de-chaussée un centre de consultation psychiatrique. On livre un plateau brut pour une crèche et la Fondation Partage et Vie, en partenariat avec l'OGEAL, a répondu à un appel à projet de l'ARS et du département pour faire de l'habitat inclusif. On a été attributaire donc de cet appel à projet et on va offrir 7 logements adaptés pour les personnes âgées ou handicapées et plus une salle commune. Donc, au-delà de ces 7 logements inclusifs, on va aussi créer 12 logements pour les seniors. Du coup, on avait une offre de 19 logements qu'on souhaitait vraiment adapter pour les personnes âgées, en perte d'autonomie ou handicapées. Et on souhaitait mettre de la domotique dans ces logements. Et plutôt que de rester sur les 19, on s'est dit qu'il fallait mieux avoir une vision globale des logements. Et le label R2S est arrivé à ce moment-là. Et là, on s'est dit, non, il faut avoir une vision globale du bâtiment. C'est-à-dire que 100% du bâtiment doit pouvoir être connecté. Alors, les grands enjeux, on peut peut-être simplement, là, moi je les avais ressoulignés, les recompléter, mais moi j'avais finalement beaucoup retenu que, bon, ça a été dit par Anne-Cécile, favoriser la vie au quotidien des locataires, cette notion de solution globale évolutive. L'idée, ça a été de traiter les parties primatives et les parties communes. Et puis, c'est un projet, on va le voir, un peu pilote pour l'OGEAL. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est Anne-Cécile va présenter finalement les fonctions qui sont attendues dans le logement et ensuite les fonctions qui sont attendues dans le bâtiment. On terminera par une vision un peu plus technique, enfin,
brièvement le R2S, comment il se traduit, et puis l'ambition du label Notre Cible. Voilà. Je vous laisse, Anne-Cécile. Oui, c'est bien, j'ai les sèches pour souligner, mais avant tout, en fait, je voudrais juste rappeler en fait, les acteurs en fait, qui travaillent sur l'opération, parce qu'on a un cabinet d'architectes qui est Atelier 970, basé à Yvetot, le bureau d'études APSIA, et en fait, on a souhaité être accompagné en fait, de la société Urban Practice en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour permettre cette labellisation. Et il s'est avéré qu'effectivement, pour cette première labellisation, la présence de Christian Etzelen a été indispensable pour lever les craintes et les questionnements qu'avait le maître d'œuvre. Donc, je les remercie beaucoup de leur accompagnement jusque-là. Donc, effectivement, les fonctions attendues en fait, au niveau de notre logement, enfin de nos logements, en fait, on était parti déjà sur d'avoir un visiophone connecté et également une application qui permette de gérer tout ce qui était confort d'usage avec la gestion des volets roulants, l'éclairage, le chauffage et le suivi des consommations. Tout ça pour le bien vivre en fait, dans le domicile. L'idée, en fait, c'était que via la tablette du visiophone, on puisse connecter toutes les fonctions d'usage du logement. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, donc ce que je disais avec le visiophone pour visualiser donc, à distance. On a travaillé aussi sur la cellule connectée et c'est là que c'était intéressant en fait, de rentrer dans le label parce que moi j'avais des idées de serrure connectée sans prendre en compte les questions de RGPD, d'interopérabilité. Et le fait de rentrer dans le label, ça a amené beaucoup plus de questionnements sur de ne pas faire n'importe quoi justement avec la serrure connectée des logements par rapport à la sécurité pour nos locataires. Donc, on a choisi en fait des fonctions d'alerte également avec le DAF connecté. On travaille sur les détections de fuite d'eau et sur le pilotage de l'éclairage à partir de la tablette ou bien du téléphone. Et ça permet en fait d'avoir des alertes et des suivis de consommation électrique pour le locataire. Ce qu'on peut rajouter, c'est que bon, l'idée, c'est bien sûr avec ça, pour les personnes qui seront des personnes à mobilité réduite ou des seniors, de créer un certain nombre de scénarios et de personnaliser ces scénarios. C'est une des ambitions, d'où le fait, entre autres, que l'intégralité des points d'éclairage soit connectés. C'est pour vraiment reconstruire typiquement un chemin lumineux quand je me lève avec un bouton au pied de mon lit qui me permet d'éclairer jusqu'aux toilettes et revenir et tout éteindre sans risque. Voilà. Donc ça, c'était les principales fonctions dans le logement. Et L'OGL s'en est absolument pas arrêté sur ce sujet, puisqu'en fait, il y a un certain nombre de fonctions aussi qui sont à l'échelle du bâtiment. Alors, je dois quand même ressouligner que sur le projet, la particularité, c'est un projet qui est en chauffage électrique. Hein. Donc, on n'a pas de chaufferie, on n'est pas central, donc on n'a pas une distribution, donc on n'a pas toute la gestion et le pilotage d'une chaufferie, on est sur du pilotage des convecteurs électriques. Hein. Voilà. Et donc, à l'échelle du bâtiment, on se retrouve avec deux grandes familles de fonctionnalités. Je laisse Anne-Cécile en parler. Là, effectivement, ce qui était à l'initial de raisonner au logement, on s'est rendu compte avec le label R2S qu'il fallait vraiment avoir cette échelle beaucoup plus large au bâtiment et notamment au niveau des parties communes. Et donc, on a travaillé sur la gestion de plusieurs équipements pour permettre une supervision, comme le ski dome, la VMC, les pompes de relevage, la porte motorisée, la porte d'entrée motorisée, et en fait de gérer après comment ces alertes en fait vont être remontées chez l'OGL et chez les entreprises qui ont des contrats de maintenance. Donc c'est vrai que pour nous c'est ultra intéressant d'avoir cette partie en fait suivi des consommations. On a vu avec la RGPD les moyens en fait de récupérer toutes ces données, les données des locataires, sans qu'elles soient nominatives. Mais en tout cas, d'avoir une vision globale du bâtiment en communication, en consommation électrique,
consommation d'eau. Et cette vision globale, elle est intéressante et via le label, ça permet de sécuriser toutes ces données. Tout à fait. Donc ça, c'était une vision fonctionnelle. Et donc, dans cette vision fonctionnelle, on se retrouve finalement avec le R2S. Comment est-ce qu'on l'a intégré? Cécile, je peux vous laisser commenter, hein, pas de souci. Hein. Non, allez-y, là, je vous laisse. Non, mais en fait, l'idée, ça a été de dire, on va déployer une infrastructure dans le logement avec finalement le point qui fait converger les données de l'ensemble des, que ce soit sonde de température, éclairage, le DAF, ce qui a été décrit avant, qui permet finalement, c'est un certain nombre d'objets connectés, faire converger ces objets sur une passerelle. Et cette passerelle, en définitive, on a véritablement insisté sur l'idée qu'on voulait que cette passerelle elle soit très ouverte, très interopérable. Et donc, on s'est même appuyé un peu des travaux qui sont en cours de rédaction, R2S Connect, pour un peu plus exiger des informations et compléments d'informations sur la passerelle, la mise à disposition de ces API qui vont permettre demain à des acteurs tiers de venir enrichir fonctionnellement les fonctions du logement. Donc, on construit finalement un écosystème de capteurs actionneurs dans le logement qui viennent se connecter sur un point central. Ce point central, il est représenté ici par mon petit point noir là, sur mon schéma. Je ne sais pas si vous voyez ma souris avec le visiophone. Donc ça, c'est dans le logement. Et puis à l'échelle du bâtiment, finalement, là, on est dans le logement. Et dans le bâtiment, on avait véritablement imaginé et pour objectif de tirer un réseau, ce fameux réseau jaune là, que vous voyez, qui est l'infrastructure IP, donc le cœur finalement de la convergence des données, qui va innerver chaque logement par l'intermédiaire des passerelles, et puis l'ensemble des écosystèmes, des capteurs actionneurs qui sont plutôt dans les parties communes. On voit là-haut le question de VMC, on voit le Skydome, on voit aussi des compteurs du bâtiment, on voit la pompe de relevage, et puis l'élément aussi important, c'est de se dire que l'interphonie, qui souvent dans les logements a sa propre infrastructure, on impose sur le principe que l'infrastructure de l'interphonie, bien sûr, elle soit mutualisée et elle passe par ce réseau smart. Donc finalement, on n'a pas deux réseaux en parallèle, on a bien un unique réseau. Et donc, vous voyez en bas au pied de l'immeuble, on aura un accès à un FAI, fournisseur d'accès Internet, avec la possibilité donc de venir alimenter par Internet l'intégralité de ces passerelles. Et donc finalement, on amène non pas l'Internet privatif, mais on amène l'Internet pour que fonctionnellement l'écosystème du bâtiment connecté et l'écosystème des capteurs actionneurs des logements fonctionnent de manière indépendante avec la propre vie de chaque locataire. Voilà. Donc, ce projet est intéressant parce que finalement, il s'inscrit complètement dans cette stratégie R2S, dans cette logique R2S. Il respecte les grands principes du cahier des charges R2S résidentiel. On en a fait un pilote. Et puis, pour terminer un peu cette présentation, et après, je laisserai ceux qui souhaitent poser des questions à Anne-Cécile en particulier répondre, ou à Philippe. Ce projet sera R2S 2 étoiles, donc 2 étoiles, comme l'a dit Philippe, la partie R2S, c'est sur la partie technique, hein, c'est sur le pilier de la convergence de la donnée, le réseau fédérateur. Anne-Cécile insistait sur la RGPD, sur la sécurité. Donc, on a une ambition quand même élevée sur le projet. Et puis, et là, je ne fais qu'afficher cette partie-là, parce que l'autre étant un peu plus technique, sur la partie finalement des cibles en termes de services, il y a un certain nombre de services qui sont ciblés. Alors, est-ce qu'on les aura tous? Aujourd'hui, on est encore en phase terminale mais je pense que Philippe, qui a audité en pilote, entre guillemets, le projet au stade conception, partage à peu près notre vision.
Donc, je pense qu'on n'est pas très loin de ce qui est dans ce tableau. Et donc, finalement, on se retrouve à cibler très fortement la partie énergie et fluide, parce qu'on a des suivis de mesures consommation, de l'optimisation des consommations d'énergie. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on va vraiment travailler, même avec le chauffage électrique, sur la prédiction des consommations. Bien sûr, pilotage connecté du chauffage. Il y a de la gestion de l'eau parce que Anne-Cécile parlait d'alerte sur l'eau, mais bien sûr, en même temps, on va récupérer, suivre les consommations d'eau qui seront mises à disposition auprès des locataires. Toute une partie sur le confort bien-être, avec confort thermique, pilotage des ouvrants, pilotage de l'éclairage et des scénarios de confort. Et sur la sécurité, vous l'avez compris, on parle de DAF connecté, on parle de vidéosurveillance, on parle de portier vidéo, on parle de serrure connectée des logements. Donc, ça serait la troisième cible de service, la sécurité. Et puis, bon, qualité d'usage numérique. Alors, il y a un travail qui est ça, mon tableau n'est pas tout à fait. On est déjà en train de retravailler au sein de la SBA sur cette matrice. Donc, ce qui est écrit là peut-être évoluera un peu dans le temps, mais voilà, donc on est un portail de qualité smart du logement et du bâtiment, avec le portail locataire et le portail pour le bailleur. Et puis surtout toute la partie maintien à domicile e-santé, qui est quand même un des éléments importants. On cible bien sûr ça, avec, vous l'avez entendu, détection des situations à risque, dispositifs facilitant la liaison d'aide aux aidants, et puis des fonctions de bienveillance à domicile. Voilà. Et puis dans les services généraux, j'en ai parlé. Voilà. Donc, c'est quand même un projet qui, d'un point de vue de ces services, moi je le trouve très ambitieux, puis à la fois très varié. Donc finalement, il est assez intéressant. Voilà. Anne-Cécile, je vous laisse peut-être conclure. Non, c'est vrai que pour nous, avec tous ces services, en fait, c'est une véritable, c'est une opportunité. On a vraiment un cadre de déploiement. On ne fait pas des interventions pour se faire plaisir. Pour nous, ça nous permet de cadrer mieux nos interventions et de savoir vraiment là où c'est pertinent d'aller. C'est vrai qu'en domotique, il existe énormément de systèmes qui ont parfois, voilà, qui peuvent paraître du gadget et qui le sont. Et donc, c'est vrai que ça nous permet vraiment d'être plus rationnel sur ce qu'on va mettre en œuvre. Et surtout de se dire qu'effectivement, cette offre servicielle, elle va pouvoir s'élargir dans le temps. Aujourd'hui, certains items qu'on ne va pas choisir, demain pourront apparaître dans notre bâtiment. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est une carte qui pourra évoluer. Et c'est là aussi, en fait, où l'intervention de notre AMOA est importante, c'est que au-delà de la livraison des logements, en fait, de l'accompagnement pour tout ce qui est services connectés, là, en l'occurrence, on aura 19 logements pour les seniors. On a besoin d'un accompagnement, en fait, pour prendre en main ces solutions, pour la personnalisation, en fait, des scénarios. Et là aussi, Urban Practice va nous accompagner, pas que dans la conception et dans l'opérationnel, mais après, puisqu'il ne faut pas oublier, en fait, cette étape-là de prise en main des équipements par les usagers. Voilà. Donc, si moi je devais conclure, c'est vrai que pour nous, c'est une réelle opportunité de rentrer dans le label, justement pour réfléchir à ne pas multiplier les réseaux parallèles, ce que disait Monsieur Durand aussi, de ne pas se dire on verra bien quand les locataires auront une box, ils se débrouilleront, on verra bien si ça marche. Non, là, on va être sûr, avant même l'entrée des locataires, que tous les services fonctionnent et de sécuriser en fait les données de nos locataires et voilà, de pouvoir envisager une évolution de ce qu'on aura choisi aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on finira là en phase conception, on est bien parti. Donc, j'espère que ça continuera et j'en suis persuadée. On a un bon accompagnement, donc vivement qu'on soit labellisé pour de bon R2S 2 étoiles. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Voilà pour la présentation. Je rajouterai en complément, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit, hein, mais il est vrai que la réussite de ce projet, c'est que sur la base du cadre de R2S résidentiel, sur le référentiel,
toutes les parties peuvent discuter sur un cadre qui est commun, qui est partagé, et surtout amener au même niveau d'information, au même niveau de connaissance, au même niveau de vocabulaire pour que chacun se comprenne bien, de manière à ce qu'effectivement le caractère un peu gadget que vous avez rappelé, Anne-Cécile, effectivement, qui prédomine parfois dans l'esprit de certains, en fin de compte, on sort de ce cadre du gadget parce qu'on sait ce qu'on va en faire et on sait pourquoi on le choisit. Là, on ne se laisse pas imposer un choix, c'est le maître d'ouvrage avec son assistance à maîtrise d'ouvrage, par la bonne lecture du référentiel, la bonne compréhension de ce que souhaite le maître d'ouvrage et bien entendu les futurs résidents, qu'on va réussir à déterminer ce que l'on veut faire. Mais c'est aussi en suivant ce cadre qu'on va se rendre compte que il y a des points qu'on peut glaner, on peut encore améliorer la performance, la qualité de son ouvrage, parce qu'on se rend compte que techniquement, avec quelques petits efforts, on peut avoir un bâtiment qui est encore beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus facile à vivre dans les applicatifs, mais aussi se projeter vers l'avenir en se disant, eh bien, là, j'investis un petit peu, je ne vais pas jusqu'au bout, mais je sais ce que je vais en faire demain. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le dispositif. Et quand on est un constructeur, on n'a pas toujours suffisamment de budget du premier coup pour pouvoir tout faire bien. Et souvent, quand on n'a pas le budget, on se dit tant pis, on ne le fait pas. Et là, au contraire, on peut l'aménager en fonction de sa capacité. Et je crois que c'est important aussi. Merci. Il y a peut-être des questions, non, pour ceux qui souhaitent. J'avais une interrogation pour Madame Le Livin sur justement la valorisation de ces services vis-à-vis des locataires. Est-ce que c'est par rapport à un logement, on va dire standard ou classique, c'est quelque chose qui se fait à titre gracieux, ou est-ce que dans votre idée, la démocratisation de ce type de logement et de services apportés sera valorisée dans le cadre de, je sais pas, des charges ou du loyer? Alors là, effectivement, dans le cadre de ce projet, ça a été très compliqué en fait de trouver un équilibre financier en conventionnant les logements. Donc là, nous, ce sont des logements qui ne seront pas conventionnés. C'est pour ça, à partir de là, en fait, voilà, ils doivent se différencier des autres pour que les gens aient envie aussi de venir dans notre résidence. La partie, là, on n'a pas de locataire, ce qui nous facilite puisqu'on n'a pas d'accord collectif à passer. Mais c'est vrai que la partie Internet sociale, en fait, l'Internet du bâtiment, c'est une prestation qui doit rentrer dans la partie charge. Donc, on travaille dessus pour optimiser et ne pas alourdir les charges pour les locataires. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un surcoût pour nous. Mais voilà, on y voit aussi tout l'intérêt de rentrer dans la démarche. On souhaite faire du logement connecté. Cette expérience, ça va nous permettre de voir comment continuer dans ce principe et comment on peut optimiser financièrement ces prestations. D'accord. Après, peut-être qu'on peut rajouter que c'est un projet qui est quand même, on l'a vu, il est assez large sur les fonctionnalités. Peut-être que Logel aussi a voulu finalement, c'est pas trop freiné. Donc, je pense que après, dans une logique plus économique, dans laquelle on pourrait être un peu plus prudent, je pense qu'on réfléchirait aussi à certaines fonctions qu'on ne mettrait pas tout de suite. Toujours après, dans cette logique d'évolutivité, on se dit, si je ne mets pas cette fonction aujourd'hui, je pourrais peut-être la rajouter demain. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même je reste un peu intimement convaincu que y a un investissement de cette infrastructure, mais avec un pari qu'on fait que demain, il va y avoir des ajouts fonctionnels. Voilà. Justement, par rapport à ça, en tant que maîtrise d'ouvrage, il y a déjà des potentiels futurs investissements ou fonctionnalités qui sont déjà fléchés, qui ne sont pas forcément mis en œuvre à ce stade d'un point de vue impact financier, mais qui pourront l'être à court moyen terme, mais qui seraient éventuellement déjà identifiés. Moi, j'en avais déjà identifié. Effectivement, il n'y a pas de programmation temporelle pour ce genre d'équipement, mais on pense aux bornes de recharge, à la conciergerie
avec les boîtes aux lettres connectées. On est dans ce cadre-là en fait, de services. C'est plus au niveau des services partagés. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'arborescence. Là, aujourd'hui, on n'a pas déployé ces services-là. D'accord. Après, on est aussi sur une installation technique, sur le chauffage, où on aurait pu imaginer de se dispenser finalement de faire du pilotage de convecteurs électriques, hein, donc être plus rudimentaire. Voilà, donc on est toujours après sur des choix. Et à l'inverse, si on avait été dans un bâtiment avec une chaufferie collective, je pense qu'on aurait été sans doute amené beaucoup plus facilement à se dire, tiens, il faut qu'on ait une vision connectée de la chaufferie centrale. Voilà. Et du coup, c'est vrai, au niveau des radiateurs, on n'est pas obligé de mettre des radiateurs ultra perfectionnés, les plus connectés. Parce que justement, en fait, le pilotage va se faire via l'interface. Donc, ce n'est pas la peine de surenchérir avec des radiateurs très chers et très haut de gamme, alors que le pilotage va pouvoir se faire autrement. Donc, c'est une source d'économie, en fait. Oui, ça c'est vrai. Enfin, sur le projet, on avait identifié comme ça deux sources d'économie. Hein. C'est la mutualisation du réseau d'interphonie, enfin visiophonie avec voilà, qui était quand même pour le coup quelque chose qui est intéressant. Et puis ce sujet de radiateur, moi je me rappelle avoir dit à Anne-Cécile, j'étais bien placé parce qu'en plus j'avais travaillé avant chez un grand fabricant de radiateurs atlantiques, et je savais très bien qu'entre un radiateur qui est vendu sur le marché 200 € et un qui est vendu 800 €, en définitive, fonctionnellement, ils n'ont pas, en termes de confort, ils n'ont pas beaucoup d'écart. Hein, on est surtout sur du design et autres. Mais quand on regarde ramener à l'unité, on peut se dire, tiens, finalement, je connecte mes radiateurs de manière plus intelligente, qui me paye une partie de mon infrastructure. Et puis, je mets un petit peu moins d'argent sur le radiateur, sur l'intelligence embarquée du radiateur, et je la mets finalement dans mon application, quoi. Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi. Ouais. Donc, à chaque fois, on est un peu aussi à se poser ce type de questions. Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je pense que, je reste intimement convaincu qu'après, c'est vraiment à l'usage qu'on verra qu'est-ce qui était le plus pertinent ou pas. Hein. Là, il y a aussi un peu un jeu de pari. L'usage de la serrure connectée, finalement, on n'a pas tant de recul que ça, quoi. Et du coup, les informations, notamment vis-à-vis des défauts de fonctionnement liés aux équipements collectifs, voire autres, sont remontées où chez Logéal? Justement, on travaille sur les modalités de report qui les récupèrent. Et donc là, c'est un travail qui est en cours chez nous. D'accord. Effectivement, qu'il y ait qu'un intervenant qui récupère toutes ces données, qui les centralise et qui puisse faire des actions comme par exemple, ou bien ça va directement avec les entreprises de maintenance. Ouais, ça nécessite de se structurer en conséquence. Oui, ou ça va directement sur l'astreinte suivant les horaires. C'est un travail qui est en cours. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que j'ai fait le tour. C'est bon? On considère qu'on a fait le tour du sujet? Il y avait juste une question sur la RGPD. Bon, je vois dans le chat là. Sur la RGPD, on a été attentif à ce que finalement on vérifie bien qu'il y ait qu'on garantisse la protection des données personnelles. En particulier, donc, quand un locataire quand il y aura un changement de locataire, on s'assurera que les données du précédent locataire elles disparaissent. Donc là, quelque part, on détruit un historique.
qui pourrait être peut-être précieux dans une gestion énergétique, mais c'est un peu le choix qui est fait. Et puis, si l'OGA demain souhaitait accéder à des informations, il ne pourrait le faire qu'avec le consentement du locataire à la prise en main du logement. Donc, et puis enfin, il est exigé que le prestataire, en particulier celui qui sera l'éditeur de l'application, nous amène des garanties sur le respect, la non-réutilisation des données, le fait que les données ne soient pas accessibles parce qu'il a accès, par exemple, à des informations sur le nom des personnes qui entrent, etc. Donc, il y a un cloisonnement en fait des bases de données pour étanchéifier au maximum les risques de fuite. Voilà. Voilà. Sur la notion RGPD, ce qui est important, c'est surtout de se dire on collecte un certain nombre de données et on doit décrire dans chacune des applications quel va être l'usage de ces données. On rentre pleinement dans le cadre de la RGPD puisque ces données, on doit pouvoir traduire si ce que l'on recueille peut permettre de déterminer une donnée personnelle de manière directe ou indirecte. C'est pour ça que si on n'a pas une collecte, une description de ce que l'on collecte de la manière dont on va l'utiliser, pour le coup, on est incapable de dire si effectivement on rentre ou pas dans les RGPD. Donc la question est de se dire, est-ce que je suis ou pas dans les RGPD? Et si j'y suis, comment est-ce que j'assure cette garantie réglementaire? Et si on ne se pose pas cette question-là, on est incapable de répondre. C'est pour ça que le mot RGPD est à prendre vraiment au sens, on fait un tri de ce que l'on collecte et on affiche clairement ce que l'on en fait. Et après, on saura déterminer si c'est une donnée à caractère personnel ou pas, de manière directe ou indirecte. On fait un jeu de piste. Après, toute l'administration, comme l'a rappelé Christian, on garde ou on jette, on supprime. Le droit d'agir dessus, bien entendu, fait partie de cette règle. OK. Moi, je propose qu'on s'en arrête là, non? Merci, merci Anne-Cécile en particulier. Oui, merci beaucoup. Oui. Ouais, merci de cette étape. On vous a sorti de vos vacances. C'était sympa. Bon. Et puis, bonne suite pour les prochaines étapes. Tenez-nous informés, ça sera intéressant. On va suivre votre projet de près. Il est en bonne voie. Il y a déjà eu un gros travail qui a été fait, une bonne collaboration. Et surtout, ce qui est important, c'est que toutes les parties se comprennent bien sur les attentes, les objectifs et les moyens. Et ça, c'est fondamental. Là, on a fait la première partie, c'est de valider les promesses et les engagements avec un optimisme de niveau 2 étoiles, avec 5 familles, ce qui est une véritable prouesse sur un bâtiment. Ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, la transformation est à faire sur les choix techniques, les confirmer et être certain que la maîtrise d'œuvre, les entreprises eux-mêmes, dans cette démarche d'accompagnement, grandissent au fur et à mesure que les solutions se présentent et qu'elles les comprennent bien. C'est la part de risque que l'on a maintenant à gérer. Et somme toute, avec l'équipe ainsi constituée, je suis relativement confiant. Très bien. Merci. Il faut savoir que dans le label, on mesure très en amont, en phase intermédiaire et à la fin. Donc, on a vraiment une mesure en continu pour éviter une dérive qui pourrait se solder à la fin par des promesses non atteintes, ce qui serait quand même décevant. Mais c'est vrai que c'est ça qui est très bien, c'est que nous, en tant que bailleurs, ça nous motive. On n'attend pas la fin parce qu'une opération de réhabilitation, c'est très long, autant qu'une opération de construction. On n'attend pas la fin, en fait, pour pouvoir communiquer. Là, déjà, ça motive tout le monde d'avoir eu le premier retour en phase conception. Et au niveau de la direction générale, c'est la force de voilà. Et ça, c'est super intéressant pour ça permet de challenger les équipes et dire on atteint étape par étape, on y arrive, quoi. Exactement, c'est notre vision du label, c'est que toutes les personnes soient valorisées, je dirais, du début de processus de labellisation jusqu'à la fin. Chacun vraiment doit pouvoir être mis en avant et pouvoir communiquer sur ses prouesses techniques et sur ses compétences. Et ça, c'est très important lorsqu'on est un investisseur, je pense, et un futur exploitant. OK. Il
Il y avait une question justement sur la disponibilité de la présentation pour les personnes qui n'ont pas pu participer ou qui étaient en congé. Ben, je pense qu'elle sera disponible. Hein. Enfin, Oui, il y a une consolidation qui va être faite, je pense, entre nous tous pour que les éléments soient mis en ligne. Hein. C'est la prévision. Ok. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Au plaisir. Au revoir.